J'ai conscience relativement d'être un parasite. Quel culot, quoi. Il faut le savoir. Voilà. Je n'ai jamais vu cela. Menteur, pharisien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du French Dream spécial rentrée. Vous êtes bien sur la seule et unique chaîne à peindre et dépeindre la triste réalité de la France. Bonjour mon cher Gaston, bienvenue à tous pour cette nouvelle saison du French Dream qui coïncide avec la rentrée. Nous allons donc pouvoir à la fois énumérer un certain nombre de sujets qui nous brûlent, qui nous taraudent à longueur de journée ces derniers temps parce qu'il s'en passe des choses en France et dans le monde. Et puis ça va être l'occasion effectivement aussi de parler de notre actualité et de mettre les pieds dans le plat directement parce que la France c'est une espèce de vase, une espèce de mare remplie de merde et il va falloir éclabousser un petit peu pour qu'on se rende compte de ce qui se cache vraiment derrière un certain nombre de problèmes dans ce pays. Bref, bien heureux de te retrouver, cher Gaston, bien heureux de retrouver nos chers auditeurs, et j'espère que cette saison va être lancée sur les chapeaux de roue. Eh bien, je commence avec notre actualité. On a sorti notre livre, voilà, le French Dream tome 1, vers la fin de la laideur. Donc le bouquin qu'on a mis 1 an à écrire et qui suit les premiers épisodes. Effectivement, ce livre qui a été pour nous à la fois la concrétisation matérielle d'un certain nombre d'idées qu'on avait de ça, de là, exposées au cours de nos vidéos. C'est également un roman qui vous fait suivre Thomas, ce cher French Dreamer, qui, au fil des pages, va commencer à réaliser que sa vie n'est qu'un espèce de mensonge, une espèce de flagornerie, et qui va donc réaliser que peut-être que trouver la beauté derrière la laideur, que passer de l'autre côté du miroir, eh bien, c'est la seule solution qu'il a pour s'en sortir dans la vie. Est-ce que tu as un petit commentaire à donner sur le synopsis, de notre livre, du moins sur les messages qu'on essaye de faire passer à travers ce roman? Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont une certaine culture, je dirais que c'est un mélange entre du Houellebecq et du Bukowski, mais d'un point de vue beaucoup plus terre à terre, parce que là où on sent que Houellebecq ne fait pas partie intégrante de la classe qu'il analyse, là c'est écrit par nous et pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans le narrateur en fait. Et ça résume donc les applications de rencontre, l'enfer du salariat, la possibilité d'une expatriation, les femmes mûres, âgées, voilà, les rencontres dans le réel. En fait, c'est vraiment le bouquin, je pense, qu'on aurait aimé lire entre 17, 18 et 25 ans, quoi. Ça répond quand même à pas mal de questions. Et il n'y a pas de... C'est une espèce de critique sociale sans méchanceté. En fait, ça dépeint juste une réalité, tout en y apportant certaines réponses et en évitant d'ajouter de la laideur au monde. Ça, c'est très important parce que remarquer que le monde est moche, c'est une chose. Y ajouter de la laideur, c'est participer au cirque. Mais essayer de contrebalancer tout ça, c'est être un homme meilleur, tout simplement. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à travers le narrateur. Être un homme meilleur. C'est vrai, on dépeint au final à la fois donc, la société française, la vie d'un French Dreamer lui-même, et puis on donne un certain nombre de petites frasques qui sont, comme tu le dis, authentiques. On n'a pas rajouté forcément d'éléments surnaturels, mais qui quand même peuvent prêter à la fois à sourire, à s'ébahir et parfois même à être consterné. Bref, le French Dream tel qu'il est vécu par vous, par nous et par un pan entier de la population. Finalement, c'est ce qu'on a essayé d'exprimer dans ce livre et on a essayé également d'apporter un certain nombre de clés, un certain nombre de solutions, finalement, germent dans la tête de notre personnage. Alors on vous invite vivement à vous le procurer sur Amazon tout simplement. Alors c'est une auto-édition qu'on a fait et au prix de 10 euros. Je vous invite vivement à aller l'acheter si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir le projet parce qu'il y aura d'autres épisodes et d'autres livres. Il y aura un tome 2 déjà pour sûr. L'histoire de Thomas n'est bien évidemment pas finie. Et bien nous avons hâte d'en suivre les futures aventures. Parce que les épisodes continuent et en fait c'est vraiment une succession de chapitres, une succession d'histoires au sein d'un élément bien plus grand que simplement l'histoire d'une personne. Donc on vous invite à aller l'acheter et le suivre et nous suivre en podcast et à travers nos ouvrages. On vous retrouvera d'ailleurs avec plaisir sur la page Patreon qui regroupe un certain nombre d'anecdotes et d'histoires qui pourront également orner nos futurs tomes du French Dream. Bref, passons à la prochaine partie de notre actualité. Outre ce qui nous concernait directement au niveau de la chaîne et de la publication, eh bien actuellement nous sommes enfermés dans une situation purement terrible, purement rocambolesque au niveau de ce qui se passe politiquement en France. Par un léger rappel, vous savez que donc notre cher Premier ministre Bayrou a décrété l'activation de la loi 49.1, tout du moins donc il va chercher l'approbation des chambres à travers un vote de confiance. Et cela intervient évidemment dans un contexte particulièrement morose pour la France, particulièrement néfaste, dans la mesure où, après n'avoir rien fait, avoir fait tarder énormément la nomination de ses propres ministres,
lorsqu'il a été désigné par Emmanuel Macron en tant que Premier ministre à la suite du départ de Michel Barnier. À présent, nous n'avons plus aucune idée de qui peut assumer ce rôle de Premier ministre, faire l'intérim jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Va-t-il y avoir une nouvelle vague de législatives ou est-ce en fait un espèce de mouvement qui tout double, un mouvement de poker de Macron pour essayer de déstabiliser encore plus les Français qui, eux, s'en prennent plein la gueule en permanence, la violence, l'économie, le chômage et tout ce qui s'ensuit, heu, pendant qu'au final, lui, il va pouvoir profiter encore de sa rente, pendant encore, 1 année et demie avant que, de toute façon, le cycle, des élections se déclenche à nouveau et que donc, l'année 2027 soit entièrement dédiée à cette future, élection présidentielle qui va totalement, lui permettre de s'en sortir sans les moindres, remarques, sans les moindres, conclusions par rapport au nombre de conneries qu'il a fait depuis 10 ans, pratiquement. Mmh. On voit bien que la stratégie de Macron sur ce point-là, c'est vraiment la stratégie de ramener un Premier ministre sur scène et de le flinguer en place publique. Comme ça, il a pas assumé les conséquences de sa politique catastrophique, qui en 2027 aura été de 10 ans, hein, 10 ans d'enfer. 10 ans qui ont plongé la France encore plus que ce qu'elle n'était dans le French Dream et dans la catastrophe dans laquelle on court. Et le but, c'est d'élire un Premier ministre et de le flinguer directement sur la place publique, comme ça il n'a pas à en assumer sa politique. Mais en même temps, flinguer Bayrou, est-ce que c'est vraiment un grand mal pour la France? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce serviteur de la France, qui a été auparavant conseiller au plan, donc déjà particulièrement inutile, et puis depuis des années et des années, il a été dans un certain nombre de gouvernements successifs. Il a été ministre de l'Éducation auparavant, et puis évidemment, il a dirigé, sa mairie et le département des Pyrénées-Atlantiques a été fortement influencé par sa politique et il n'a littéralement rien branlé au cours des 40 dernières années, en fait. Bayrou, c'est véritablement le polichinelle, absolu de la politique du Sud-Ouest. C'est, cette espèce de personnage, effectivement, de pantin qu'on agite pour les enfants avec ses grandes oreilles là. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de le croiser, en vrai comme moi, il dégage d'ailleurs une odeur qui n'est pas forcément très recommandée de renifler. Bref, ce n'est pas idéalement le personnage le plus intéressant, le plus, avenant pour représenter la France. Alors surtout en tant que Premier ministre. N'était-ce pas là déjà, en fait, une façon de flinguer le peuple français en lui mettant un personnage qui, malgré la descente aux enfers du niveau français, malgré la déchéance totale et la dépravation des mœurs quand même, n'est pas arrivé à un point de déconnade, aussi bas? Je veux dire, même Hollande, pour moi, était moins insultant limite que Bayrou, Et à la pourtant, tête de faut le l'État. faire, ouais. Ouais, alors pour ceux qui savent pas, on a eu la chance ou la malchance d'être des administrés de Bayrou dans sa ville où il a été maire, où il est maire d'ailleurs encore, je crois. Et effectivement, donc c'est quand même quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le parti centriste. Donc les centristes, pour rappel, c'est vraiment le mouvement de on suit le sens du vent. Donc qui n'ont aucune politique en fait. Suivre le sens du vent, ça veut dire que si c'est un gouvernement qui penche à droite, bah, on penche à droite. Si c'est un gouvernement qui penche à gauche, on penche à gauche. Et on va toujours dans le sens des intérêts de ceux qui ont l'argent. Alors effectivement, Exactement. on pourrait dire que son slogan, c'est de défaite en défaite jusqu'à Matignon. Voilà. Et il a essayé, hein, il a essayé vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Après, il a eu quelques petits sursauts. Notamment, il a été ministre de l'Éducation nationale sous Balladur et Juppé dans les années 90. Il s'est présenté 3 fois aux élections en créant son parti, le MoDem, Mouvement démocrate. Donc ça veut rien dire, un mouvement démocrate en démocratie et en république, ça n'a aucun sens, hein. Et pour rappel, je pense que le seul truc de bien, c'est peut-être qu'il a giflé un enfant qui essayait de lui faire les poches. Je crois que c'était en 2007, il me semble, au moment des élections. Et c'est là où il a culminé d'ailleurs à peu près à 19%. Ça a marqué son apogée politique, mais après, ça s'est très vite cassé la gueule, quoi. Effectivement, 19 à une époque où il y avait quand même un nombre assez restreint de candidats par rapport aux élections les plus récentes. Et effectivement, bon, et on ne l'a pas craché dans la soupe, hein, il avait bel et bien obtenu ses signatures et il avait bel et bien été mené une certaine campagne. Mais outre ce fameux épisode où il avait donc pesté sur cet enfant, toi tu me fais pas les poches, on n'aura pas retenu grand-chose de son message. Et puis pour, corroborer ce que tu disais par rapport à son côté girouette, effectivement à l'époque où, le centre était incarné par, Marisol Touraine et un certain nombre de personnages comme ça, il était donc plutôt côté gauche, hein. On se rappellera qui soutenait un peu les messages, on se rappelle, de Pierre Mauroy, des choses comme ça vraiment, à la fin de leur carrière, dans la première moitié des années 90 et puis effectivement
Dans les années fin 2000, il était limite un sarkozyste convaincu si on écoutait profondément son discours, alors qu'il lui avait craché à la tronche pendant toutes les élections. Voilà, c'est l'effet Bayrou, en fait, hein, C'est le vraiment deuxième effet être une Keskoul, le deuxième serpillière. effet Bayrou. Comment être une bonne serpillière en 10 étapes. Et du coup, mon cher Xavier, puisqu'on a été des administrés de Pau, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter sur cette magnifique ville? Ah, la ville de Pau, quelle merveilleuse cité, quel formidable lieu, havre de paix, hein, si je puis le décrire ainsi. Faut savoir que j'ai non seulement donc vécu à Pau un certain nombre d'années, mais j'ai eu la chance ou la malchance d'y passer une partie du confinement, hein, Covid. Il me semble qu'il s'agit également du cas pour toi, mon cher Gaston. C'était Mmh. quand même une période bien morose, mais il faut dire qu'étant arrivé un peu avant, j'avais déjà remarqué que la ville était complètement morte en réalité. Pau et ses centres complètement vides, ces centres, je voulais dire évidemment, Centre économique, commerciaux effectivement, voilà, quand on se balade, et voilà, tout est vide, ouais. économiques. Il ne se passe pratiquement rien à Pau. C'est une ville, morose et morte, destinée à une classe, d'anciens éphèbes, maintenant à la retraite, et qui veulent, afficher à qui le veut leur richesse. Mais en réalité, à part Murray qui vient jouer de la guitare une fois tous les 4 ans, pour leur rallye qui n'a même plus lieu en réalité, hein. On voit que leur rallye, de F5 ou je ne sais quelle, sous-division a été annulé, par manque de budget. C'est vous dire, à quel point c'est devenu, une blague. Bientôt, ils vont arrêter le Tour de France à Pau, j'imagine également. C'est le manque d'activité est déjà un signe assez annonciateur de la pauvreté mentale, dont font preuve les Palois. Et je dirais même plus qu'ils apprécient en fait, ce sont des espèces d'administrés coprophages à Pau, qui disent quand même: «Oui, mais regardez, on a un certain nombre d'installations de sport. C'est bien connu que dans aucune ville en France, il n'y a de stade ou de pistes cyclables. C'est quand même, extraordinaire qu'il y en ait une ou 2 à Pau et évidemment le clou du spectacle en arrivant en plein centre-ville, cet énorme furoncle, cette espèce de fistule anale qui s'appelle la place de Verdun, qui était une place magnifique autrefois, qui a été transformée en parking dégueulasse. Voilà, tout simplement où on peut, admirer donc la Renault Scénic, du French Dreamer, qui va inviter, sa famille, ses enfants chez Burger King puisque c'est, à présent le sponsor officiel de Bayrou. Mmh. Et voilà, c'est tout. En fait, tout est résumé là-dedans. Pau, c'est la place de Verdun, c'est un espèce de parking géant où tu te fais chier. Le château reste encore agréable à regarder, mais évidemment, C'est il le est seul hérité d'un palmarès de passé Pau, hein. Et exactement. d'avoir vu Henri IV passer, reconstruit par, justement par Gaston Phébus, et puis c'est tout, hein. C'est bien là que ça s'arrête malheureusement. Et puis en termes de production culturelle aussi, Pau est extrêmement pauvre. On connaît assez peu de personnalités importantes venues de là-bas. On peut voir qu'aujourd'hui, à part un ou 2 tiktokers, qui parlent de rugby, ça ne va pas très loin. Bref, Pau, son université, ses quartiers, juste tristes, car ils sont légèrement violents, mais pas suffisamment pour, devenir de véritables, ghettos. En réalité, c'est une ville qui fait tout à moitié. C'est la politique de Bayrou, c'est un petit peu, mais jamais trop. Et finalement, on se retrouve avec une demi-serpillière mal essorée, quoi. Est-ce que tu as des propos à rajouter? Car je crois que tu as connu, plus que moi la circulation dans Pau et d'ailleurs, sa périphérie également. Ah! Alors, faut savoir que Pau, pour la taille de la ville, je pense que c'est une des villes de France avec le plus d'embouteillages, et je voulais juste revenir sur le rallye. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, juste à côté de Pau, il y a quand même, on va dire un centre de recherche pétrochimique qui appartient à Total, et c'est quasiment eux qui finançaient l'intégralité du rallye. Une espèce de manne, financière comme ça autour du rallye, pour faire encore la promotion, des énergies fossiles. Bon, quoi qu'on en pense, hein, mais même ça, plus personne n'en veut, en fait. Donc, même l'industrie pétrochimique a perdu son pouvoir sur cette petite ville. Pour dire à quel point Bayrou, décidément, a réussi à descendre cette ville. C'était un petit peu le palmarès qui restait, hein. C'était, je crois, le plus vieux rallye en France. Peut-être le plus vieux golf de France. Et je pense que la ville a du potentiel, mais qui est relativement mal exploité, en fait, hein. Pas loin de la mer, c'est pas loin des Pyrénées, mais le problème, c'est que tout est loin. Il y a assez peu de transports en commun. Et en plus, vu qu'on est en France, pour se rendre à Pau, c'est très compliqué. Le fameux sketch de oui, le train passe mais s'y arrête pas, bah, c'est un peu vrai. Si vous voulez vous rendre à Pau, c'est tout de suite hyper compliqué. Il faut soit passer par Bordeaux, par Toulouse, je sais même pas si c'est possible en train. L'aéroport, il y a un vol
il n'y a pas des vols toute l'année. Donc déjà, juste pour se rendre dans cette ville, c'est très compliqué. Ensuite, quand vous êtes là-bas, on vous dit oui, mais la mer est pas loin et la montagne est pas loin. Bon, la montagne, elle a 1h30 et la mer, elle a 2 heures. Pas loin, c'est pas le truc que tu fais en une petite matinée, quoi. Et ensuite, c'est vrai que, objectivement, la ville n'est pas très belle, en fait, à part un micro-centre-ville historique constitué autour du château. C'est quand même assez laid, en fait, hein, très mal entretenu, très laid. C'est vraiment les travaux permanents, les travaux à Pau, c'est vraiment quelque chose qui vous choque. Il y a tout le temps des travaux de voirie. Alors, au début, je pensais que c'était à cause du rallye de Formule 1, mais pas du tout, en fait. Même lorsqu'il passe pas dans l'année, il y a toujours des travaux. Et il y a assez peu d'industrie. Donc en fait, il y a assez peu de boulot. Bon, c'est assez compliqué de se sentir vraiment très 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 comblé à Pau. Voilà, il n'y a pas de boulot, donc on va dire que la moyenne d'âge est assez élevée. Et un peu à l'image de Bayrou, en fait, hein. C'est des petits gros bedonnants qui n'ont pas forcément les moyens de vivre à Bayonne, qui veulent pas forcément vivre dans une grosse ville, donc ils restent entre eux à Pau. À la limite, le deuxième palmarès, c'est qu'on pourrait dire que c'est pas trop loin de, de Jean Lassalle. C'est à peu près tout, en fait, hein. Rien que d'entendre ça, c'est vraiment déprimant. Et puis, je tiens à rajouter qu'effectivement, ces espèces de vieux bedonnants, tous propriétaires d'ailleurs, hein, parce que les prix de l'immobilier explosent dans cette ville, alors qu'ils étaient encore très corrects il y a quelques années. Mais voilà, la course à l'augmentation des prix a également touché la région. Non, d'autres activités que de se plaindre d'une jeunesse pratiquement inexistante et puis de favoriser la mise en place et la conservation de monuments complètement ridicules. Il faut voir ce qui a été voté. Il y a donc effectivement cette histoire de rond-point qui a été construit il y a quelques années dans le nord de la ville, près, il me semble, du golf, mais en tout cas non loin des écuries et donc du champ de course évidemment, et qui est tout simplement ignoble et qui a coûté une fortune alors que personne ne la voit jamais. Le seul moment où tu la vois, c'est quand tu te casses en fin de cette putain de ville et tu es bien content de la voir parce que c'est le panneau de sortie, en fait. Qui peut être fier de ça? Qui peut être fier de ce genre d'aménagement? Je parle même pas du Crédit Lyonnais, qui est situé, dans les vieux Il fait quartiers, partie des bâtiments les qui est plus moches de France. et oui, officiellement, c'est quand même une horreur. Donc voilà, palmarès de Pau, accueillir la banque la plus moche de France. Et revenons sur Bayrou, sur Bérou. Pour rappel, Bayrou veut dire cuvette en béarnais. Donc Monsieur Cuvette. Pour revenir sur Monsieur Cuvette, est-ce que tu pourrais voilà, nous citer son petit palmarès à lui, parce que c'est vrai qu'il en tient quand même une sacrée couche entre ces histoires de protection de pédophiles à Bétarab, d'argent. Alors effectivement, on va retourner un peu à la fois sur l'échelle locale, mais sur l'échelle nationale. Je tiens à rappeler l'un des premiers éléments très récents en soi. Ça date des élections de 2022. C'est lui qui a été, pour la démocratie, apporté donc leur soutien des maires, leur signature de maire à un certain nombre de candidats. Je rappelle notamment Éric Zemmour, Marine Le Pen. C'est étonnant qu'il n'ait pas donné, par exemple, à des personnes comme Florian Philippot ou Asselineau, voyez-vous. Et il s'est contenté de les donner à un certain nombre de candidats parce que c'est lui, en fait, en tant que conseiller au plan, qui déterminait qui était la démocratie. Hein, voilà. Et donc pour lui, il s'est dit, voilà, ces candidats-là, il faut qu'ils aient le droit. Alors finalement, pour faire 7% pour Zemmour, ça fait beaucoup de bruit, mais pas beaucoup de résultats. Mais tout ça pour dire que pourquoi lui plutôt qu'un autre? Encore Le Pen, elle faisait des forts scores, on les connaissait, mais là, c'était vraiment la diversité électorale selon Bayrou. Voilà, c'est lui qui décidait de ça. À part ça, un certain nombre effectivement de scandales. Bon, pour revenir sur Pau même, il y a cette histoire de bus à l'éthanol qui devait être lancé, qui devait être plus ou moins déjà dans les starting blocks à la fin des années 2010 et donc qui en 2019 avait pris des dimensions complètement faramineuses pour une toute petite ville comme ça. Finalement, il y a eu énormément de retard sur ce projet. Finalement, ils ont aussi sourcé une partie du pétrole dans ce qu'ils appellent des sources grises. Donc les sous-entendus sources dont tu parlais tout à l'heure par rapport à Total, en fait, ils ont juste utilisé du carburant normal et ils ont fait passer ça pour de l'éthanol et paye ton service vert. Et puis, bon, Betaram, encore une affaire assez locale avant de revenir sur l'échelle nationale. Effectivement, non seulement il est accusé d'avoir dissimulé un certain nombre de faits, il n'a jamais parlé alors qu'il était bien au courant des agissements de pédocriminalité dont faisait preuve un certain nombre de prêtres dans cet établissement. Et il y a quand même eu ses propres enfants qui ont été dans cet établissement. Il faut savoir que récemment, sa propre fille a elle-même dénoncé une partie de ces agissements dont elle aurait été également victime elle-même. Si donc c'est avéré, ça veut dire qu'il a été jusqu'à
terre, le propre harcèlement, le propre contact physique. Je n'oserais pas aller trop loin sans preuves et sans éléments pertinents, mais en tout cas, potentiellement, des affaires très graves liées à ses propres enfants qu'il a préféré taire afin de conserver sa position et de stabiliser donc sa diaspora, son Bayrou-verse, voilà, dans sa région de Pau. C'est aussi dans cette ville que récemment un directeur d'école a été renvoyé par le rectorat qui vivait grâce aux subventions, je crois. C'est l'école qui s'appelle l'Immaculée Conception de Pau, où récemment un directeur d'école a été renvoyé par le rectorat parce que je crois qu'il bénéficiait de financements publics pour non-respect d'une certaine forme de laïcité. Bon, après, effectivement, on se doute bien que dans une école catholique, il n'y aura pas forcément très grand respect de la laïcité. Mais tout ceci me semble assez louche. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a eu une augmentation énorme des impôts publics. Je crois que c'est d'ailleurs la ville avec les impôts locaux les plus élevés de France, Pau. On voit la qualité des services publics où on se demande où va l'argent. En tout cas, pas dans la réinsertion à l'emploi non plus d'ailleurs, parce que c'est véritablement un scandale pour accéder à un taf dans cette région de merde. Et je rejoins ce que tu dis, donc, outre ces affaires très glauques sur ces potentiels liens avec ces structures en principe d'éducation, mais du coup qui se sont retrouvées à devenir des enchaînements et des lieux des pires bassesses, voilà, d'un certain nombre de mœurs qu'on ne peut même pas décrire, qui sont véritablement des abominations. Bayrou, c'est aussi donc un certain nombre d'affaires sur ses cumuls de mandats. Il ne faut pas oublier que, donc, comme tu le disais, il est toujours maire de Pau actuellement, plus de ce qui reproche aux Français de ne pas assez se serrer la ceinture. Il ne faut pas oublier que Je là, pense que lui, tout ça fait un dernièrement, il a moment fait qu'il la rénover serre son plus sa bureau. ceinture. Hein. Oh, bah, putain, ouais. Je sais pas s'il se la met à la cheville ou mais bref, dans tous les cas, sur le front après avoir picolé. Dans tous les cas, notre cher Bayrou, je ne vais pas lui coller une étiquette d'ivrogne, mais quand on le voit IRL, on peut se poser Pour ceux quelques qui questions connaissent malgré la tout. fête de la musique à Pau, ça picole, ça picole. Hein. Ça. Et tout ça pour nous donner donc son approbation sur un plan de rénovation quand même de son bureau de 40 000 €, hein. Son bureau à Pau dans lequel il ne séjourne pratiquement plus depuis qu'il est Premier ministre et pour cause, il est Premier ministre. Mais pourtant, il passe quand même un certain nombre de jours dans l'année, heu, en empruntant évidemment le jet, de Matignon, aux frais donc des Français toujours, alors que donc il n'arrive pas à être un demi-maire en étant Premier ministre et il n'arrive même pas à avoir le moindre pourcentage de Premier ministre en termes d'action. En réalité, il ne fout rien et il cumule à la fois les salaires, les avantages, et cetera. Bayrou se met bien, Bayrou est aux frais du contribuable et Bayrou va partir la tête haute en disant: «Voilà, je suis comme le général de Gaulle, j'ai consulté et je suis parti», alors qu'il a perdu d'avance. En fait, tu disais que Macron l'avait donc amené en place publique pour l'abattre, mais en réalité, je pense que Bayrou est bien content d'avoir pu jouer dans cette mascarade son rôle de pantin loufoque, Il accède enfin à une qui se petite. retire. Il a enfin eu accès à un peu de reconnaissance après avoir léché des culs toute sa vie. Voilà, il accède enfin à Matignon, je pense que c'est ce qu'il espérait. Mais quand même, c'est vraiment avoir fait la serpillière toute sa vie pour être la serpillière de Macron. Bon, alors je sais pas si c'est un très grand honneur, mais Et on nous dit même qu'il serait prêt à se présenter au présidentiel de 2027, à voir, mais dans tous les cas, bon, ça nous fait doucement rigoler quand on connaît donc le passé et le présent de ce cher Bayrou François. Il n'aura quand même pas été la coqueluche des politiques pendant des années, mais on en est arrivé au point où on a tellement essayé tout le monde dans ce pays, qu'il soit considéré entre guillemets dans l'arc républicain, que c'était son tour. Voilà, c'est carrément, au bout d'un moment, c'était soit lui, soit un sac poubelle et ils ont dit: «Bon bah écoutez, on va essayer Bayrou quand même». Monsieur Et Cuvette, donc la on prochaine va l'appeler étape, à Pau. Et chose très marrante, je me rappelle plus de l'année, il me semble que c'était en 2023. À Pau, il y a eu l'inauguration d'une nouvelle salle de spectacle. Et qui donc s'est déplacé en personne pour l'inauguration de cette salle de spectacle? Macron. Voilà, faut le savoir qu'en fait, ça fait depuis un moment qu'il est dans ses petits papiers, ça fait depuis un moment qu'il lui lèche le cul. je me souviens de cette inauguration d'ailleurs, qui était très proche de mon logement de l'époque et encore une fois, les grandes frasques, en fait, c'est toujours ça Bayrou, il est toujours capable de nous sortir des choses qui ne veulent rien dire et tout dire à la fois. À savoir que, il croit quand même, qu'il y a des millions de milliards de soleils, dans notre système solaire.
ou une connerie du genre. Et puis, il a été aussi capable de nous sortir à une époque, comme je disais, ce cher Bayrou, que les Palois étaient des ploucs. C'est pour ça qu'ils ne méritaient plus d'avoir leur liaison directe. Tu parlais tout à l'heure de l'aéroport, de la liaison donc qui existait entre Paris, Orly et Pau, qui a été plus ou moins enterrée pour une période, tout du moins. Eh bien, il disait oui, mais en même temps, à Pau, nous sommes des ploucs. Donc le mec a beaucoup de respect pour les boomers qui votent pour lui quand Pour même. ses Ça administrés. fait plaisir. Bon, je pense qu'on a passé pas mal de temps sur ce cher Bayrou. On aura l'occasion de revenir sur lui une fois le 8 septembre passé, si jamais il fait à nouveau un certain nombre de frasques fabuleuses et qu'il nous promet encore un grand spectacle, on vous en reparlera. Mais sinon, autant qu'il retourne dans son anonymat total, dans sa ville de No Name complètement brûlée de A à Z, et qu'il continue jusqu'à la fin de son mandat, où il sera temps de nettoyer la cuvette avec du canard WC. Et en parlant du coup de canard WC, ça n'a pas grand rapport, mais du coup, un autre événement qui est survenu tout récemment, au moment où nous enregistrons cet épisode, c'est la prise de panique de tous les utilisateurs, dépend directement du CIC, du Crédit Mutuel et de tout ce qui tourne autour de ça. Il me semble qu'il y avait également que le Crédit Crédit Lyonnais Agricole, était également Société touché. Donc, Générale, Caisse d'épargne, Banque Populaire, Banque Postale, BNP Paribas, LCL. voilà, donc ils y sont pratiquement tous. Eh bien, ils ont eu un moment de shortage, d'arrêt de leur service. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, mon cher Gaston? Effectivement, donc cet incident est survenu hier, donc le 30 août 2025, à partir de 17h, où des utilisateurs ont constaté que leur carte de crédit ne fonctionnait plus, leur paiement par carte de crédit ne fonctionnait plus. Au début, ça a d'abord touché donc, Crédit Mutuel et CIC. Alors, je ne connais pas exactement les liens entre les deux banques. Peut-être est-ce qu'ils utilisent le même système de transaction pour les paiements, je ne sais pas trop. Mais après, ça a touché d'autres banques. Et l'incident a duré jusqu'à à peu près 19h30, 20h, sans qu'on ait aucune réelle piste. Voilà. Est-ce que c'était une attaque? Est-ce que c'est simplement un bug? Le fameux bug de l'an 2000, de l'an 2025, le bug de la rentrée. Et voilà, on n'a pas eu plus d'infos. Et apparemment, c'était très handicapant pour pas mal de personnes qui passaient à la caisse ou tous ceux qui étaient au péage justement pour rentrer, puisqu'on était samedi hier, et qui se sont retrouvés bloqués au péage, faute de pouvoir payer. Donc c'est quand même très intriguant. C'est beau ce pays. Oui, que le système bancaire était gelé, arrêté, en panne pendant plusieurs heures. Est-ce que tu aurais une piste, un début d'explication, mon cher Xavier? Forcément quelques hypothèses. Si je puis juste rajouter sur le fait que CIC et le Crédit Mutuel aient été touchés en premier, on ne sait pas pourquoi eux en premier, mais le fait que les deux étaient touchés pratiquement au même moment, ça me semble assez logique parce qu'il me semble qu'effectivement, ils emploient un certain nombre d'infrastructures en commun. Faut savoir que Monabank dépend donc du CIC, il a été lancé par le CIC, mais appartient en partie, il me semble, à présent au Crédit Mutuel. Donc il y a un certain nombre d'embranchements entre les deux, ce qui fait que ce n'est pas étonnant que leur infrastructure en ligne ait été sensiblement liée et soit tombée en même temps. Alors, est-ce qu'il y a une action intérieure? Au vu de notre cher Bayrou que nous avons longuement décrit, au vu d'un certain nombre d'agencements organisés pour la France dans sa politique générale, je dirais que non, c'est fort peu probable qu'il s'agisse soit d'un ennemi intérieur criminel, soit d'un false flag de l'État, j'en doute. Oui, donc c'est En la piste réalité, de l'inside la job est peu panique probable. actuelle, c'est très peu probable. Je pense que ça vient de l'extérieur, d'agents qui auraient pu influer au niveau déjà européen. Et puis on peut aller un peu plus loin, évidemment, sortir un peu de la couronne européenne pour s'apercevoir d'où ça peut provenir. Il faut savoir donc qu'actuellement, on est sur le point d'avoir des pourparlers au niveau de résolution de la guerre en Ukraine. C'est encore très, très aléatoire malheureusement. Il y a un certain nombre d'avancées qui avaient été faites, lors de la rencontre avec Trump qui finalement ont été perdues, au profit de garanties pour Zelensky et sa sécurité. Alors, on excusera Donc notre ami Xavier qui, ayant refusé le French Dream, se retrouve dans la jungle avec des bruits d'animaux autour de lui. Donc, vous nous pardonnerez si vous entendez des animaux autour, au niveau du micro de Xavier. Et oui, c'est ça que d'avoir refusé le French Dream et de devoir finir dans la forêt tropicale, et d'entendre, des bêtes, sauvages, qui sont en train de sauvagement, ensauvager, voilà, c'est pire que l'immigration en France, en fait. Bref, donc si je puis continuer maintenant que, ça s'est un petit peu rétabli.
Il s'agit donc certainement d'une action extérieure. S'agit-il des Russes eux-mêmes? Je ne pense pas. Ils ont un peu autre chose à foutre et justement ça dessert leur image. On nous a souvent fait le coup des fameux Russes qui piratent les hôpitaux, qui piratent un certain nombre de choses en France, dans des périodes clés. C'est marrant, ça sert toujours la cause électorale de Macron. C'est quand même assez étonnant. Mais comme je l'ai dit, à mon avis, là, vu le manque, d'organisation, et le manque de prétendants au poste pour Macron, le fait de faire un inside job maintenant serait quand même assez peu, avantageux. Donc s'agit-il en réalité plutôt, d'une échelle, européenne à laquelle il faut s'intéresser et constater potentiellement un certain nombre, de déclarations qui ont été faites dans le sens de l'arrivée de la monnaie unique, numérique pour tous les Européens et puis dans le cas, des organisations à la fois de l'OTAN, mais de la défense européenne également, la disponibilité des actifs et de l'épargne des Français pour financer un certain nombre d'activités militaires, d'une économie de Santé, guerre voilà. dans le cadre de cette, urgence, hein, de cet état d'urgence dans lequel nous avons plongé en 2015, dans lequel, duquel nous ne sommes jamais sortis d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et donc on nous replonge dans un état de double urgence, urgence au carré, où on nous donc, impose, le ponctionnement de nos économies. Et donc ce serait quand même vachement fortuit qu'il y ait eu un piratage des banques entre guillemets «classiques» et de leurs néobanques sont donc relativement fragiles et de nous dire: «Mais regardez, les autres néobanques n'ont pas été touchées», ce qui veut dire que un, on doit mettre tout le monde sur le même diapason, tout le monde doit être égal face à la menace pour des raisons de sécurité. Évidemment, on va améliorer la sécurité des banques «classiques» entre guillemets et dans le même temps, ça va aussi nous faire regarder ces néobanques sous un œil un petit peu plus détaillé. Il va falloir s'intéresser, avec minutie, à ces comptes pour voir s'il n'y a pas de fraude fiscale qui n'aurait pas été détectée et cetera. Donc il y a à la fois, l'envie de gratter les fonds de tiroir pour des mecs qui n'auraient pas déclaré une vente à 20 € sur PayPal et effectivement cette volonté d'instaurer des nouvelles, mesures de sécurité qui vont certainement juste simplifier l'accès, numérique, de l'État, pour puiser directement dans les caisses des Français. Qu'en penses-tu, mon cher Gaston? On voit qu'il y a une volonté d'en finir, heu, avec, on pourrait dire la monnaie classique et une volonté de se tourner vers, une genre de crypto-monnaie, ce qu'on appelle l'euro numérique tout simplement. Et c'est vrai que cette panne fortuite, est quand même très étonnante, surtout quand elle touche plusieurs banques qui normalement sont plus ou moins indépendantes, en termes de services informatiques. C'est pas les mêmes serveurs. Alors certes, elles sont toutes reliées via leur système de paiement et via leur protocole de transmission, mais en toute logique, les sièges sociaux sont pas au même endroit, les serveurs sont pas au même endroit, les réplications sont pas au même endroit, même ce qui permet la communication avec, heu, extérieurs, on va dire, leurs connexions internet sont pas forcément les mêmes, elles utilisent pas forcément les mêmes réseaux, les mêmes canaux, les mêmes «autoroutes» entre guillemets. Donc il y a eu une réelle volonté de faire tomber le système bancaire français, avec plusieurs actions différentes, parce que je pense que le Crédit Mutuel n'utilise pas les mêmes technologies, que la Banque Postale ou, que la Société Générale. Donc à moins que ça se situe encore au-dessus, donc vraiment au niveau des transmissions. C'est quand même très étonnant que plein de banques qui ne sont pas forcément reliées et n'utilisant pas les mêmes technologies soient tombées. Heu, Si c'était un groupe de hackers, ils auraient réussi à trouver une faille sur un système de sécurité bien précis, qui est pas forcément utilisé par toutes les banques au même moment, au même endroit. Donc peut potentiellement, d'une, s'inquiéter sur la fiabilité, des systèmes. Deux, ça peut que tendre vers, justement un espèce de regroupement, pour améliorer la sécurité de ces banques vers un regroupement, heu, général européen. Parce qu'on voit que la politique actuelle veut que l'Europe doit être plus forte et donc pour ça, il faut qu'on mette tout en commun et en fait, on se tourne vers un genre d'espèce d'États-Unis, d'Europe. Chaque, petit pays serait, plus qu'un État en fait au final dans l'Europe, ce qui est déjà un peu le cas, mais là on tendrait encore plus vers ça pour se dire bon bah voilà, maintenant on est tous ensemble, on va utiliser les meilleurs ingénieurs de tel et tel pays pour pouvoir sécuriser tout ça. Et on sent quand même des grandes lignes directrices pour faire un bloc commun, un amalgame, un tas de merde européen
pour justement utiliser la sécurité. Et quoi de mieux que la sécurité financière, parce que c'est ce qui fait le plus paniquer les gens, se dire mince, j'ai plus accès à mon argent, donc ce qui symbolise la ressource calorique, hein. Si je peux plus acheter à manger, bah, j'ai l'air con. Et en plus, ce qui est très malin, c'est qu'on pouvait même plus retirer d'argent. Donc il y a que ceux qui avaient de l'argent encore en liquide qui auraient pu payer, mais on pouvait plus retirer d'argent. Donc effectivement, je pense Et que la qui théorie du... bah, pas forcément de l'inside job français, parce que je pense qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire, et que ça dessert justement ces banques-là. Mais effectivement, un inside job européen, aidé par, toujours par les mêmes, hein, pas à l'extérieur, parce que l'Europe en soi n'a pas les moyens de sa politique. Mais on voit bien que le monde se découpe en 3 catégories maintenant, on se découpe en trois. On a les BRICS, les États-Unis et l'Europe qui a une espèce de mainmise, qui avait la mainmise sur l'Afrique, qui est doucement en train de tomber, hein, pour la redistribuer aux Chinois et aux Russes. Mais simplement, voilà, encore une volonté de faire tomber l'Europe et un soubresaut, d'essayer de rassembler l'Europe. Enfin, dans tous les cas, ça arrange tout le monde, cette banque hasardeuse. Et ça me fait penser, il n'y a pas si longtemps que ça, l'incident qu'il y a eu en Espagne, incident électrique, qui avait touché plusieurs quartiers, il me semble toute l'Espagne d'ailleurs, il y a peut-être une partie de la France, où pareil, voilà, un mystérieux incident électrique est arrivé qui a coupé l'électricité à beaucoup de villes, beaucoup de villages. En fait, tous ces incidents à échelle nationale, c'est assez étonnant, parce que pour avoir travaillé dans des systèmes d'information justement nationaux, donc que ce soit les banques ou que ce soit l'industrie, les technologies ne sont pas forcément les mêmes selon le siège social où l'entreprise se trouve. Vous pouvez avoir un groupe qui se situe dans une ville, s'il y a un autre siège dans un autre pays, ce ne sera pas forcément la même technologie. Donc c'est quand même très étonnant que tout tombe en même temps. Je vois parfaitement, par contre, la question, c'est quand même assez étonnant, effectivement. On en est à se demander réellement qui va avoir intérêt à prendre contrôle de tout ça, de faire venir un maximum d'ingénieurs, comme tu le disais, pour sécuriser, évidemment. Et surtout, comment aujourd'hui? Comment aujourd'hui peut-on essayer de se sortir de ces systèmes bancaires qui va devenir véritablement le seul lien entre le citoyen européen et son obédience absolue, aux autorités? À savoir qu'il y aura plus une question simplement de loi, de législation, d'exécutif, mais également de pensée. Est-ce qu'on va en arriver à un point où, avec les réseaux sociaux qui, de toute façon, de nos jours, demandent un certain nombre de vérifications d'identité, qui vont être couplées, du coup, avec cette, sécurisation, via les actifs numériques, va-t-on un jour avoir, la dépendance du compte bancaire, de chacun liée à son comportement numérique, à son comportement en ligne? Est-ce que tu penses que c'est possible d'en arriver à une telle dystopie ou suis-je en train d'affabuler? Alors c'est vrai qu'à une époque, on gloussait gentiment des Chinois et de leur crédit social, qui était directement lié à leur possibilité de dépenser de l'argent en fonction de leur action dans le monde réel. Bon, clairement, on voit que on tend vers ça aussi, où il y a de plus en plus de sites qui imposent, la législation européenne impose à des sites disponibles en Europe et en France, soit une vérification avec la carte d'identité, soit une vérification avec la carte de crédit. On pense notamment aux sites pornographiques, comme si avoir une carte de crédit voulait dire qu'on avait 18 ans. Je crois pas jusqu'à présent, mais bon. Donc on sent aussi, pareil, des grandes lignes se dessiner entre relier l'identité numérique, enfin relier l'identité numérique avec le compte en banque, les comptes en banque. Tout ça ne sent pas très bon, si tu veux mon avis. Est-ce que toi, qui connais bien le monde chinois, pourrais-tu nous expliquer un petit peu leur principe de crédit social? C'est plus discret que ce qu'on essaye de nous vendre en Europe. Effectivement, il n'y a pas littéralement de crédit social tel qu'on pourrait s'imaginer avec une balance, hein, d'un crédit qui s'afficherait, tous les jours et qui donnerait exactement un nombre de droits et d'obligations. Mais en réalité, il s'agit plutôt d'une surveillance généralisée qui, parfois, dans certains cas, résulte en une privation des libertés d'achat de certains produits bien particuliers. Il s'agit notamment déjà, de quelque chose qui existait bien longtemps avant l'aspect numérique de la Chine. Je parle évidemment donc du livret rouge qui permet d'accéder à la propriété et qui donne, accès donc à une famille, à ses services sociaux. Le fait d'avoir plus d'un enfant à une époque retirait un certain nombre de droits de ce livret rouge
et empêcher donc le deuxième enfant d'être inscrit dans une école normale, d'avoir une identité propre. Et donc, il s'agit de la même chose. En fait, en réalité, les Chinois, depuis bien longtemps, ont établi que, la carte d'identité du Chinois, qui lui donne accès à un certain nombre de services dans les hôpitaux, dans les transports, pour prendre le train notamment, heu, vont dépendre de son comportement. Et donc, à ça s'est rajouté la surveillance en ligne et la surveillance digitalisée des rues qui, effectivement, dans certains cas, quand il y a une espèce de suspicion de dissidence, mais qui de nos jours est très, très facilement déclenchée, hein, vous vous en doutez, va résulter donc dans la suppression d'un certain nombre de comptes. Et ces comptes sont utilisés par les gens à la fois en tant que réseaux sociaux, mais également pour procéder à leur paiement de tous les jours et aussi pour, par exemple, quand il y avait le covid, s'enregistrer, heu, auprès des autorités médicales, s'enregistrer auprès, d'une compagnie aérienne pour pouvoir prendre un vol. Bref, ça vous paralyse totalement et vous êtes complètement mis à nu en cas de sanction. Mais cette sanction est encore relativement étudiée par rapport aux faits et non pas seulement à une valeur numérique qui vous sera attribuée, en fonction d'une action, je dirais, répétée quotidiennement et qui serait, relativement, sans conséquence. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'esprit politique derrière l'action pour que là, sur une décision, mais une décision qui peut être très rapide malgré tout, prise par les autorités, votre identité et votre capacité à acheter, à dépenser, à vendre, à vous déplacer soit, mise en pause, voire totalement, altérée par les autorités chinoises. Oui, donc en fait, c'est beaucoup plus, c'est presque une protection pour le citoyen en lui-même, c'est ça? Pas véritablement, mais je dirais que c'est moins alarmant que ce qu'on Ouais, nous d'accord. vend. Il y a pas un robot IA qui va détecter chaque post qu'on fait en ligne pour dire que c'est pour ou contre le parti et qui va, rajouter ou enlever des points afin de donner les droits, en temps réel. Par contre, il y a des robots de censure qui détectent à la fois les discours non autorisés et les suspicions d'arrière-pensée. Quand quelqu'un écrit quelque chose, mais qu'il utilise une orthographe différente en chinois pour exprimer quelque chose qu'il ne pourrait pas normalement dire. Si jamais il se fait choper par les autorités, là, effectivement, il va avoir une visite de Gilbert à 4 heures du matin le lendemain, Ah, avant de Gilbert, partir à l'usine. Gilbert Gilbert, Mine? Xiongshang, effectivement, et qui va, non seulement lui asséner un certain nombre de rappels et il va lui faire signer un papier en lui disant: «Voilà, vous avez fait ça, vous le reconnaissez». S'il ne reconnaît pas, là, des peines de prison peuvent s'ensuivre. S'il le reconnaît, il va reprendre sa vie normalement, sans se douter qu'il est fiché et qu'à partir de ce moment-là, quand il refera des actions, légèrement, contre la doxa, eh bien, là, effectivement, il se prendra des sanctions. Donc enfin, encore une fois, c'est plus humain, c'est pas uniquement, une question de chiffres. Mais il n'empêche que ça inspire fortement l'Union européenne et que l'Union européenne veut, tendre vers un modèle purement numérique, ce qui pourrait être donc encore pire quand on voit la gueule des IA aujourd'hui ultra woke. Heu, Peut-être que le fait de refuser, de prendre un café avec une personne Trans? trans, Ouais, effectivement. heu, pourrait, nous coûter, des points sociaux en Europe et provoquer, donc le fait qu'on ne puisse plus prendre l'avion, qu'on ne puisse plus, Acheter tel ou tel, je sais pas produit, moi, ouais. faire un retrait, Ouais. par exemple. On sent qu'on tend vers, une forme de contrôle, via les différents outils et la panne d'hier peut qu'aider. Donc même si c'est purement du hasard et purement, du complotisme, hein, ça peut que, aller dans cette direction et moi ce que je trouve bizarre enfin, par rapport à cette panne, c'est qu'on nous indique qu'il y a une résolution des équipes techniques. Alors déjà, quelles équipes techniques? Parce que du coup ça a touché plusieurs banques. Donc les équipes techniques de quelle banque? Les équipes techniques, au-dessus, supérieures, les équipes techniques, nationales, fournies par l'État, les ingénieurs de quelle banque? Moi déjà j'aimerais bien savoir ça. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour résoudre le problème? Parce que je me rappelle d'une panne il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, une panne qui avait touché les services de Meta, donc Facebook, WhatsApp, etc. Et en fait, clairement, là on l'a su, c'était une panne des DNS. Euh, Quand les DNS sont en panne, voilà, on n'a plus la liaison adresse IP nom de domaine qui se fait. Donc là, forcément, les serveurs communiquent plus entre eux. Mais là, on sait ni qui a fait ça, qui a résolu le problème, ni comment ils ont résolu le problème. Voilà, on nous indique juste que oui, vous inquiétez pas, c'est bon, c'est fini. Ouais, bah, est-ce que du coup on pourrait savoir qu'est-ce qui a
qu'est-ce qui a été fait pour résoudre le problème. Sachant que ça a touché plusieurs banques qui ne sont pas reliées les unes aux autres, leurs services informatiques n'étant pas reliés. En tant que technicien société agricole, on n'a pas le numéro dans le téléphone d'un technicien Crédit Mutuel en leur disant oui, c'est bon, t'as redémarré le serveur. Très étonnant quand même. Très étonnant. Eh bien, je pense qu'on peut conclure là-dessus, sur ces belles paroles. Alors effectivement, là, on a été un petit peu plus loin que le French Dream parce que, étant englobé dans l'Europe, on se retrouve dans l'European Dream. Mon cher Xavier, je pense que c'était une bonne émission pour introduire la rentrée et en décidant les prochaines grandes lignes. Donc, en termes de prochaines dates, on a la prochaine manifestation des Gilets jaunes. Alors peut-être, enfin, le retour des Gilets jaunes. Éventuellement, peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Quel est ton pronostic par rapport à ça? Je suis assez pessimiste, surtout depuis l'annonce donc de Bayrou de son vote de confiance du 8 septembre. Là, le 10 septembre, ça va être une date, très peu charnière. Beaucoup de gens vont avoir retrouvé leur quotidien morose, leur petit travail, leur petite scénique, les courses avec Magalax, le retour de course, Action le 1er week-end de septembre. Donc je pense qu'en réalité, quelques personnes vont s'abstenir pardon de faire des retraits d'argent, ce qui n'aura rien changé puisqu'on a vu qu'il y a déjà une panne. Donc en fait, c'est peut-être aussi un message envoyé à la fois pour les Français de leur dire: «Voilà, vous voulez, mettre un grain de sable dans l'engrenage de l'Europe, mais vous ne pesez rien. Donc si c'est uniquement les Français, ça ne fera rien» et je doute qu'il y ait de toute façon une mobilisation populaire. Ce qu'il faudrait, si le peuple français lui-même voulait véritablement, envoyer un message, ce serait une action sur la durée et une action qui impliquerait beaucoup plus de classe que simplement, quelques personnes qui ont organisé leur petit, numéro sur internet, qui malheureusement, ont fait fi en fait d'un certain profil politique qui immédiatement, dès que le mouvement a pris de l'ampleur, a décidé de récupérer à son propre compte, ce mouvement et qui va donc encore, rediviser entre, les fanas, droitardés de Marine Le Pen, les fanas de Jean-Yves Mélenchon et cetera. Ils vont très difficilement aller, manifester sous un unique blason, le 10 septembre. Donc pour moi, ça va faire flop, ça va faire prout, on pourra les entendre faire caca dans la Il n'y rue aura rien. et je pense qu'il n'y aura rien effectivement. Qu'en penses-tu mon cher Gaston? Effectivement, on a vu que les Gilets jaunes, c'était un mouvement justement populaire, sans bannière, qui a, bon, même si on a vu des tentatives de récupération par les syndicats, ça n'a pas fonctionné parce que les gens ne veulent plus des syndicats qui, pour rappel, ont pour seul but d'éloigner les grévistes des endroits où leur patron travaille. Donc les syndicats n'ont pas pu récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Donc ce que le gouvernement a décidé de faire, ou ce qui s'est fait, bon, tout seul j'y crois moyen, mais ce qui s'est fait à terme, c'était un pourrissement de l'intérieur avec les casses des Black Blocs, parce qu'au début, c'était vraiment purement juste des manifestations relativement pacifistes, mais à la fin, on voyait que c'était juste des casseurs contre des CRS, en fait, et ce qui a très vite fait éteindre le mouvement. Donc là, je pense qu'on se dirige vers la même chose. Et si il y a une réelle volonté, bon, dans tous les cas, l'État a accès aux moyens de communication. Et donc, s'il y avait réellement quelque chose qui se préparait, bon, déjà, il le saurait. Et puis, quand bien même, pourrait utiliser les forces armées, alors pas forcément tirer à balles réelles, mais on a vu qu'une grenade LBD en pleine tête, ça fait pas du bien. Donc, effectivement, dans tous les cas, ça va faire prout, même s'il y a une réelle volonté de la part des Français, l'État sera répliqué fort, même si le Premier ministre bedonnant n'est pas très convaincant. Je pense qu'ils ont les moyens effectivement d'arrêter cette manifestation populaire. Mais je pense qu'il y a eu aussi un tel traumatisme des Gilets jaunes que, bon, effectivement, ça va faire un gros flop. En plus, là, si c'est vraiment le 10 septembre, c'est un mercredi. Donc je vois pas trop comment on pourrait mobiliser beaucoup de gens alors que les manifestations, c'était le samedi. Je sais pas, pareil, j'ai mis des gros doutes, je pense qu'il n'y aura rien. On a vu que, pareil, tout ce qui est manifestation en France depuis un certain temps, ça marche plus. À une époque, il y avait la vague des manifestations des agriculteurs. Pareil, ça n'a rien donné. Ils étaient un petit peu trop véhéments. Bon, bah, ils se faisaient reculer à coups de LBD, à coups de centaure dans leur gueule. Donc, je pense qu'il n'y aura rien, effectivement. Je suis bien d'accord avec toi et en plus de ça,
On va également pouvoir se rappeler de la période Covid. Si jamais il advenait que ça pouvait véritablement partir en cacahuète et que donc les Français prenaient un minimum le contrôle des institutions sur Paris, très localement, serait décrété un couvre-feu respecté par 90% des Français qui se coucheraient immédiatement face à la menace du retour d'un certain nombre de restrictions qui là seraient encore une fois pour la sécurité des gens, déclenchées voilà, donc des mesures, qui ne seraient plus de l'éloignement, tu sais, de distance de sécurité du virus, Mmh. mais on nous dirait qu'on n'aurait plus le droit de se rassembler à plus de 3 dans la rue, quelque chose comme ça. Voilà, un certain nombre de conneries, d'attestations de sortie à la rigueur, hein. Je les vois remettre ça en place parfaitement si jamais ça venait à Est-ce que vos partir, intentions sont bonnes? exactement. Quelle est votre raison pour partir, de chez vous? Avez-vous le droit d'aller travailler aujourd'hui? Bon voilà. Au final, on a déjà vécu pire que la Chine en Europe, en fait, hein, avec cette période. Donc je pense que, comme tu le dis, les gens sont trop traumatisés, c'est trop récent et ils vont certainement, dans un avenir, très proche, Faire prout. établir, une soumission encore plus profonde, avec l'État. Donc effectivement, le 10 septembre, pour moi, c'est absolument, nul et non avenu. Eh ben, merci mon cher Xavier. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour la revue d'actualité. La rentrée s'annonce assez cocasse, je pense. On va voir ce que cette année nous réserve. Et merci à tous pour votre soutien. Pour rappel, achetez notre livre. Si vous Merci à voulez... tous, achetez le livre et à très bientôt. À très bientôt. Salut.